question très difficile parce que déjà on n'a pas défini les deux termes. Donc moi, j'ai envie de dire que je suis pas d'accord avec tout ce que vous avez dit parce que pour moi c'est ni ça la féminité ni ça la masculinité. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange, chose étrange. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Kitri Chadefaux du podcast La Chose Étrange et je suis super contente d'être ici ce soir pour la soirée de la Claque Party à Marseille et je suis super bien accompagnée. Déjà c'est un bon challenge parce que c'est un enregistrement live alors même que le podcast n'est pas encore lancé. Donc public, vous êtes en avant-première totale du podcast qui sera lancé en janvier 2024 seulement. Et j'ai avec moi 4 jeunes et mon co-animateur Samuel, qui est jeune aussi. On va parler d'une thématique quand même un peu particulière, donc je suis sûre que le public sera super bienveillant avec nous. On va parler de sexualité ce soir. Donc je remercie déjà à fond Emmanuel, Héloïse, Karen et Dorian de se prêter au jeu et d'être là ce soir, parce que je sais que c'est pas facile. Pour donner un peu le contexte du lancement de ce podcast, je suis effectivement un peu moins jeune que mes petits copains de ce soir, mais on a un truc en commun, c'est que notre sexualité, on l'a construite un peu sur le tas, comme on peut, avec les infos qu'on trouve, probablement souvent avec des discussions entre potes, même si les potes n'ont pas toujours les réponses, rarement avec les séances à l'école, pas souvent dans les discussions avec les parents qui savent pas très bien par quel bout prendre le sujet. Et ce podcast, il est né de cette envie de créer un espèce de lieu et d'espace d'échange entre jeunes pour essayer de répondre aux questions qu'on se pose à l'adolescence. J'ai des jeunes qui ont passé l'adolescence, mais on espère bien qu'ils pourront déjà un peu aider les adolescents qui nous écouteront. C'était pas si longtemps. Ce que je propose, c'est que déjà qu'on fasse un petit tour de table pour se présenter les uns, les unes et les autres. Peut-être dire votre prénom. Votre pronom si vous voulez le préciser, et puis pour rentrer direct dans le vif du sujet, parce que ce soir on va parler de masculinité, de féminité et de ce que ça vient influencer dans nos relations amoureuses, romantiques et sexuelles. Donc j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous avez en vous de plus masculin et de plus féminin. Et je propose que ce soit Samuel qui lance le tir, qui est mon co-animateur et qui va présenter aussi l'association In The Way que tu représentes. Merci beaucoup Kitri. Et merci pour l'invitation. Je suis ravi du coup de représenter l'association In The Way dans La Chose Étrange. In The Way, c'est une association en fait qui fait de la prévention contre les violences sexistes et sexuelles. On intervient surtout en fait dans des collèges en Île-de-France où on va parler justement avec des collégiens et collégiennes de sexualité, de lutte contre les violences sexuelles, de masculinité, de consentement, etc. Et merci, je suis content de passer en premier sur cette question auquel il faut que je trouve une réponse, mais je pense que le truc le plus masculin en moi, c'est le besoin de toujours être le personnage principal de l'histoire. Et le truc féminin chez moi, du coup, ce serait le fait d'interroger pourquoi j'ai toujours ce besoin et de peut-être parfois le remettre en cause. Ok, il va falloir que tu partages la lumière ce soir, Samuel, je suis désolée. Qui se lance pour la suite? Héloïse. Moi je m'appelle Héloïse, j'ai 22 ans, je suis elle, et ce qu'il y a de plus il en moi, je dirais c'est la faculté à ne pas trop me soucier du regard des autres, donc je vis pour moi, et si les autres ne sont pas d'accord, ça m'est égal en général, et ce qu'il y a de plus elle en moi, je dirais c'est l'envie de tout faire bien, de me mettre la pression et de faire en sorte que les autres se sentent bien avant moi parfois. Trop bien, merci. Karen, je vais y aller, oui. Bonjour, moi je m'appelle Karen, j'ai 21 ans, donc je suis elle. Je pense que la chose la plus féminine en moi, je dirais, c'est ma sensibilité. Je trouve que je suis quelqu'un de très très émotive. Et ce qu'il y a de plus masculin en moi, je dirais, c'est peut-être un peu méchant envers la masculinité, mais je dirais c'est parfois mon égoïsme. Ça rejoint un peu ce que tu as dit sur le fait de pas trop prendre en compte la vie des autres. Mais c'est ça, c'est plus voilà, mon égoïsme, de faire un peu entre guillemets ce que j'ai envie sans me soucier des autres. Ok, je sens que tu as nourri la réponse de Dorian du coup. Du coup, moi, en féminin, du coup, je fais très bien la cuisine. Ça tue. Je suis en train de cuisiner. Vraiment, je me donne, je fais à manger dans la nature et tout. Je m'appelle Dorian en fait, j'ai 21 ans. Et le plus masculin,
Je pense que c'est essayer ouais, j'étais d'accord avec ce que tu as dit. Pardon. J'étais d'accord avec ce que tu as dit. Qui était? J'ai oublié. J'étais d'accord. Ok. Voilà, Laure, c'est ça. Merci. Tu gères. Voilà. Emmanuel, c'est à toi. Alors, question très difficile parce que déjà on n'a pas défini les deux termes. Donc moi, j'ai envie de dire que je suis pas d'accord avec tout ce que vous avez dit parce que pour moi c'est ni ça la féminité ni ça la masculinité. Mais si je veux rentrer un peu dans votre jeu et La bagarre. et donner une réponse genre dans la conception très très cliché qu'on a des idées, je dirais le plus masculin c'est que j'adore le foot et le plus féminin c'est que j'aime bien mettre du vernis à ongles. Et ouais. Voilà. Ok, t'es allé sur le physique. Mais Ouais, j'avais pas du tout le truc mental, j'ai direct pensé à ça. Ah bah, c'est ok, mais tu pointes effectivement ce vers quoi on voulait aller, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore défini les termes, mais le but c'était de voir un peu vers quoi vous alliez et vers quel stéréotype vous alliez en fait. Donc je sais pas si vous savez un peu ce qu'est un stéréotype et comment ça se construit, mais est-ce que vous avez l'impression que vous aujourd'hui dans vos vies quotidiennes, être un garçon ou une fille, ça a déterminé potentiellement vos choix, ce qu'on vous a demandé de faire ou de ne pas faire? Est-ce que vous avez l'impression que ça a une grosse influence dans vos vies là aujourd'hui? J'allais y aller. Moi, oui, je trouve que oui, parce que je pense que quand on est au courant du fait que ça nous influence, on essaye de ne pas être très influencé, mais même moi qui étais très jeune, que j'ai assez pris conscience rapidement que ça allait m'influencer sur mes choix de vie, je trouve que même si on le sait, ça va nous influencer sur ce qu'on va faire, quitte juste à faire notre métier. Il y a des métiers auxquels j'ai jamais pensé parce que, entre guillemets, c'est des métiers masculins. Tu veux donner un exemple? Comme mécanicien, par exemple. C'est un truc auquel j'ai jamais pensé, alors que j'ai pensé à vraiment énormément de métiers. Je pense que j'ai voulu faire tous les métiers du monde dans ma vie, mais comme mécanicien ou même footballeur, alors que j'étais en classe sportive et que j'avais des copines qui ont fait du foot en professionnel. Mais c'était un truc où avant d'être dans ce milieu-là, j'avais jamais pensé à faire ça, par exemple. Vous pensez à d'autres injonctions ou d'autres demandes qu'on a pu vous faire parce qu'on était une fille ou un mec? Ouais, moi je constate l'influence du genre dans ma vie parce que j'ai envie de la contredire. En fait, je constate que oui, je suis femme et on me définit comme féminine et donc j'essaie au quotidien d'aller un peu à l'encontre de ça et donc malgré moi, même si j'aimerais pas qu'il y ait cette influence, je pense que ce serait... j'ai l'impression que c'est comme ça et qu'on peut la combattre et c'est en la combattant que je me rends compte qu'elle existe. Okay. Après, on a tous été d'accord, premièrement. Je suis dommage. Vas-y, on s'en fichait un peu du regard des autres, enfin on essaye en tout cas. Et du coup, je pense que tu as raison. Les stéréotypes, ça va un peu à l'encontre de ce que je pense. J'aime pas trop stéréotyper les gens, de base. Manu, tu disais justement que ce qu'on disait au début, c'était idiot parce que le truc sous-jacent derrière, c'est que c'était des stéréotypes en soi. Mais toi, par rapport à la question de Kitri, tu penses que les stéréotypes t'ont jamais affecté dans la manière de te construire ou d'interagir avec les autres et tout? J'ai eu beaucoup de mal à trouver un truc, donc je dirais que pas trop, en tout cas pas qui me vient. Mais là, je pensais à un truc, c'est je me dis peut-être que on m'a plus dit que j'étais fin parce que j'étais un mec que parce que j'étais une meuf. Genre si j'étais, je fais 60 kilos, je pense qu'on m'a plus dit dans ma vie genre oh tu fais 60 kilos donc c'est pas trop par rapport à ta taille que si j'étais une meuf qui était juste fine parce que vous avez capté, en gros. Du coup voilà, c'est le seul truc auquel je pense. Ouais, t'as pas l'impression qu'on t'ait imposé, j'en sais rien, moi, des codes de virilité qui te correspondaient pas, par exemple. Tu vois, t'as parlé du vernis, typiquement. T'as jamais eu de remarques sur le fait que tu portais du vernis? Non. Après, c'est parce que je traîne avec des gens trop cool. Tu choisis. Non, même pas, c'est les gens qui viennent et tout, c'est tout le monde. Filtre naturel. Voilà, le filtre naturel, c'est clair. Moi, pour rebondir, je pense qu'en tout cas, je l'ai pas réellement vécu. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été assez à l'aise avec mon genre. Donc, c'est pas quelque chose que. Et j'ai toujours été, entre guillemets, dans les stéréotypes de la société féminine. Donc, c'est pas quelque chose qui m'a affectée plus que ça. Mais je sais que j'ai des amis très proches de moi qui, du coup, sont des garçons. Et du coup, j'ai répondu au fait que. Enfin, ce que tu lui as dit, qui eux ont été affectés par les stéréotypes de masculinité. Donc, ou qu'ils étaient trop fins, comme tu disais, ou que par exemple, c'était trop féminin. Parce que trop sensible ou pas assez bagarreur, par exemple, un truc tout bête, qui vont pas aller à la bagarre ou des choses comme ça. Et je pense que peut-être la chance d'être entouré de gens cool, mais je pense que ça dépend avec qui on est, entre guillemets, et où on est et où on vit, en fait, je pense. Vraiment. Parce que moi, je pense que je l'ai pas vécu moi, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent. Et je développe.
Moi, on m'a beaucoup renvoyé à mon genre et comme tu dis, en fait, je me suis toujours sentie à l'aise dans mon genre et j'ai senti en revanche même si je ne le pensais pas et je ne le trouvais pas, j'ai ressenti le beauty privilege. C'est tout bête, mais j'ai fait beaucoup de métiers de vente et en fait, on ne met pas quelqu'un derrière un comptoir pour parler crûment s'il a une sale gueule. Et ça m'a énervée en fait de savoir qu'on m'a recrutée pour ça, alors que je suis très mauvaise en mathématiques et que je faisais plein d'erreurs de caisse. Et donc, j'ai remarqué effectivement qu'il y avait une société qui était extrêmement genrée. Quand j'ai remarqué qu'elle allait dans mon sens et pas dans celui des autres. Et donc au départ, on peut le voir comme une chance, mais après c'est très agréable en fait d'avoir cette chance. Ouais. Tu voulais dire quelque chose? Non, juste, je comprends ce que tu dis. Tu t'en rends même pas compte et que du coup, peut-être que en fait, il y a plein de choses qui se passent, même si ça te regarde pas forcément de base, et il faut s'éveiller à ça. Bah, c'est sûr que probablement que c'est quand tu viens te confronter à ce stéréotype et que tu veux essayer d'en sortir que c'est là que tu te rends compte d'eux. Après, c'est fonction de ton entourage, fonction des gens que tu as en face de toi, clairement. Mais c'est sûr que c'est quand tu essaies de sortir de ta case qu'on vient un peu te chercher, quoi. Et justement, là, on a parlé de la vie en général, mais est-ce que dans vos relations amoureuses, voire les relations romantiques et sexuelles, vous pensez que ces stéréotypes-là viennent imprégner un peu les rôles qu'on se donne en tant que garçon, fille, dans un couple, ou pas tellement? Quelle est votre impression là-dessus? C'était juste la nature. Enfin, j'ai pas eu de stéréotype avant d'être comme j'étais. C'était mon instinct. Je suis mon instinct. Tout le temps. Je suis un homme instinctif. Non, c'est vrai. J'ai jamais écouté trop les stéréotypes. Et du coup, t'as pas l'impression dans tes relations, même amicales, mais amoureuses ou sexuelles, que de temps en temps, il y a des trucs qu'on attend d'un mec, qu'on n'attendrait pas forcément d'une fille et inversement? Si, sûrement, mais dans mon groupe d'amis et tout, je me suis jamais j'ai jamais été confronté à ce genre de truc. Moi, personnellement. Ouais. Ok. Moi, je pense que oui. Et c'est horrible parce que je sais que, par exemple, moi, je l'assume et j'y participe. Par exemple, je sais que pour moi, entre guillemets, c'est horrible ce que je vais dire et je vais me prendre la foudre de beaucoup de personnes. Mais je sais que, par exemple, moi, j'ai une attente, tout simplement, par exemple, au premier date. Pour moi, c'est à l'homme, entre guillemets, de payer. Et par exemple, ça, je trouve que c'est une attente d'un genre qui n'est pas, qui est fait par la société. Et je sais que du coup, c'est la société qui m'a influencée. Hein, c'est pas moi qui me suis réveillée avec cette envie comme ça. Mais oui, moi, je pense que dans nos relations amoureuses, déjà même, du coup, il n'y a même pas de début de relation. C'est juste la première rencontre. Il y a déjà des attentes au niveau du genre de la personne. Même en sachant que c'est un stéréotype, tu continues à y coller parce que c'est... En fait, je pense que c'est un stéréotype, mais après, je pense qu'on a chacun le choix, qu'on a aussi des goûts, entre guillemets, et que malheureusement, oui, c'est un stéréotype, mais qu'après, moi, entre guillemets, c'est ma préférence. Mais je sais que, je suis, entre guillemets, fière de me rendre compte que c'est horrible et que c'est un stéréotype, et par exemple, si je vais parler avec quelqu'un, je m'en rends compte, et si la personne, par exemple, elle est pas à l'aise avec ça, me rendant compte que c'est un stéréotype, je vais pas me braquer et dire ah non c'est horrible, c'est comme ça que la société nous a imposé. Je serais plus posée à dire bon moi c'est ma préférence, après je comprends que c'est un stéréotype et je comprends que c'est pas la vie de tout le monde. Je pense que c'est un truc qui est intéressant, mais qui y reviendra aussi, ce que tu dis Karen, parce que tout au long de l'émission on va parler de stéréotypes et je pense que l'idée, mais tu le rediras, c'est pas de diaboliser les stéréotypes et de dire c'est parce qu'on colle à un stéréotype féminin ou masculin en étant une fille ou un garçon que c'est nécessairement mal, mais c'est le fait de faire un choix. Ouais. On peut préciser, stéréotype c'est genre contraire à une idée reçue. La différence entre idée reçue et stéréotype, parce que pour moi le stéréotype c'est un starter pack, genre c'est lui, c'est un mec comme ça, donc il a ça, et voilà c'est ça. Alors qu'une idée reçue c'est quand même différent, ça peut dépendre de beaucoup de personnes et des entourages et tout, donc je comprendrais mieux l'idée. Grosso modo, si tu veux que je t'explique le stéréotype, c'est que notre cerveau, il analyse tous les jours une quantité d'infos incroyables, et donc on a besoin de ranger les choses dans des cases pour aller vite, et pour avoir une analyse rapide et efficace. Le stéréotype, en fait, il sert à ça. C'est un ensemble de croyances qui est partagé par le plus grand nombre. Ouais, c'est un ensemble de croyances partagées sur un type d'individu. Donc là, en l'occurrence, le genre homme et garçon, et fille, pardon. Et il peut être à la fois positif, les filles savent super bien cuisiner. Il peut être négatif et il peut être statistiquement vrai. C'est-à-dire qu'on a tendance, comme on est élevé dans cette société qui nous rabâche ces stéréotypes-là, on a tendance potentiellement à se conformer à ces stéréotypes-là et donc à entretenir un peu ces croyances. De dire, oui, évidemment que les filles savent faire la cuisine. Regarde, elles se retrouvent toujours dans la cuisine à préparer les pâtes.
Je comprends l'exemple, mais peut-être du coup, on va voir le truc plus psychologique. Effectivement, mais c'était pour t'expliquer le truc, d'autant toi qui cuisines, toi-même tu sais que les hommes peuvent être dans la cuisine. Ça répond à ta question? Ouais, parfait. Ok. Moi, j'ai ma vie romantique, on va dire séparée en deux parties. Une première partie qui ne cherche pas du tout l'amour sérieux et stable, et une autre qui l'a trouvé. Et je pense que je me suis sentie plus femme libérée dans la première partie, où pourtant je collais un maximum aux stéréotypes. C'est-à-dire que je sortais, je devais mettre la jupe, le décolleté, ça fonctionnait, j'étais contente. Et pourtant, je ne sais pas si j'étais maître à ce moment-là de l'image que je voulais renvoyer et de comment je voulais jouer avec cette image, ou alors je pense que je savais juste qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'arriver à mes fins hyper à court terme que de prendre ce stéréotype, de me l'accaparer, de savoir que je pouvais rentrer dans cette case et d'y foncer. Et finalement, aujourd'hui, avec le recul, je fais encore plus ce que je veux avec mon copain. Et en fait, je suis plus libérée aujourd'hui parce que je n'ai plus rien à prouver à personne. Et alors qu'avant, je me sentais libérée, mais en fait, j'étais juste en recherche d'approbation constante. Et finalement, c'est inversé, quoi. Ma phase femme libérée, en fait, elle est plutôt aujourd'hui où je ne conviens pas aux stéréotypes. Ouais, je comprends. C'est-à-dire que tu avais la pression de finalement trouver quelqu'un, et du coup, c'est là que tu te conformes. La conscience aussi. Ouais. Alors, bien sûr, on sait pas ce que c'est. Bien sûr. Et la facilité. On se dit, on sait que ça va marcher, c'est statistique, ça va fonctionner. Ça vient quoi, avec l'âge. Emmanuel, toi, dans ta vie amoureuse, romantique, sexuelle, t'as l'impression, t'avais déjà pas l'impression d'être trop dans les stéréotypes. Bon, j'imagine que tu vas me répondre pas du tout. Est-ce que tu peux répéter la question? Est-ce que t'as l'impression d'avoir subi des stéréotypes aussi jusque dans ta vie amoureuse, de par exemple toi en tant qu'homme, dans un couple, de devoir jouer un rôle d'homme, quel qu'il soit? Libéré. Ah mais genre, en fait c'est plutôt que je dirais même que ça me saoule en fait. Genre, dès que j'entends parler d'un stéréotype, genre même le truc dont tu parles là, ça va me saouler, et donc je vais vite m'écarter de ça, et du coup je vais pas en entendre parler et je vais finir par traîner avec des gens qui s'en foutent aussi, je pense en vrai. Ouais, c'est ça, donc tu fuis potentiellement les gens qui viennent te reconfronter à ça en fait. Sans m'en rendre compte, mais en général je pense que là, quand j'ai un ce genre de truc, je me rends compte qu'en fait ouais, j'évite ce genre de truc instinctivement, enfin c'est un peu, faut pas kiffer du coup, et rapidement je m'écarte de ça. Ok. Et du coup, même si vous n'êtes pas forcément concerné personnellement, pour vous, c'est quoi les injonctions à la virilité pour les mecs? Si vous devez donner des exemples un peu concrets, notamment dans la vie sexuelle, évidemment. Les filles peuvent répondre, évidemment aussi. Bah, laissez les hommes répondre premier, Il y a plein de choses, hein. Être viril dans une situation, c'est savoir prendre les choses en main, peut-être, j'en sais rien. Je sais pas, peut-être dans les clichés, c'est un peu ça. Mais j'ai du mal à dire quelque chose là-dessus, je sais pas trop. Je pense que dans les clichés, il y a galanterie, il y a genre, virilité, il y a genre, je sais pas, dans une relation, tu dois protéger ta meuf, genre, en mode le mec viril, il doit être capable de protéger sa meuf, sinon, alors ça c'est un cliché, genre. Ouais, j'entends, mais on va là-dedans. Je sais pas ce que c'est la définition de viril en fait. Tout son rôle, c'est intéressant. Ouais. Moi, je voulais du coup répondre. Du coup, en tant que femme qui parle avec d'autres femmes, par exemple, je pense que c'est horrible, hein, mais comme tu as commencé à dire, je pense que même au niveau sexuel, c'est plus que ce soit un homme qui mène, qui soit entreprenant, entre guillemets, au niveau sexuel, enfin, je sais pas, mais qui mène les choses, entre guillemets, ou qui gère tout, en fait, entre guillemets. Alors, c'est un stéréotype, mais que c'est souvent ce que j'entends, quoi. Enfin voilà, et après, comme vous avez dit, autre sexuel, voilà, tout ce qui est au niveau du romantisme, donc être le protecteur, et même en fait la personne qui mène tout en fait dans la relation, entre guillemets, dans les stéréotypes où l'homme en fait mène en fait toute la relation et la femme suit et entretient l'homme, entre guillemets, mais c'est l'homme qui décide, que ce soit au niveau sexuel ou au niveau du romantisme. Je parle des stéréotypes, hein, pas de mon avis. J'ai vu, pardon, juste une intervention. Un film que j'ai vu il y a une semaine qui s'appelle Baby Boy. C'est exactement ce dont on est en train de parler. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez Baby Boy. Sorti en 2001 à Los Angeles. C'est Jodie et il y a Snoop Dogg qui apparaît dans le film. Je ne pourrais pas le briefer comme ça parce que on va parler d'autres trucs. Mais en gros, c'est sur les stéréotypes avec la femme qui est vraiment dans une position où elle n'a aucun droit et les mecs s'en battent les couilles. Et dès qu'il y en a un qui fait un peu différemment, ça fait tout de suite bizarre, et enfin
c'est même pas dans leur tête. Après, c'est les Américains aux années 2000, tu vois. Mais genre, ils ont rien dans le crâne à ce propos. Ouais, mais toi, c'est un peu compliqué, c'est très sombre comme film. Ouais, c'est mais la violence morale de ouf, et c'est chaud. Regardez-le, très chaud. J'ai l'impression qu'il y a un autre stéréotype des hommes auquel je pensais moins. En tout cas, j'ai pris plus de temps à m'en rendre compte. Les hommes sont calmes, les femmes sont hystériques. D'ailleurs, hystérique, étymologiquement, ça vient de l'appareil génital hystéro, je crois. Enfin, en tout cas, les femmes, quand elles s'énervent, elles exagèrent. Et les hommes, ils sont calmes. Et la raison va toujours à celui qui est le plus calme dans un débat. Et donc, j'ai l'impression que les hommes ont cette image de raison acquise, alors que les femmes vont devoir se calmer pour l'avoir et donc obtenir un trait qu'on attribue plus aux hommes masculins. ouais, et je pense que dans le couple, tu mets le doigt sur quelque chose, c'est, vous l'avez dit un peu, la fille, elle prend soin, elle prend soin du couple, elle prend soin potentiellement de l'homme, elle prend soin des émotions de l'homme qui n'est pas censé d'ailleurs trop les exprimer, puisque ça aussi c'est un bon stéréotype où un homme n'exprime pas ses émotions. Ouais, d'accord, du tout. Toi, t'exprimes tes Ah émotions. ouais, de fou. Mais même, on a justement, des hommes le fait déconstruits autour de la table. Là. Hystérique. Ce que tu dis dans l'hystériciste, non, j'en sais rien. Dans l'hystérie, quoi, et ben, c'est un truc de fou, mais c'est moi, genre, j'ai ma copine qui, alors, on s'en sort très bien depuis 2 ans, et genre, quand on s'embrouille, c'est vraiment moi qui peux, genre, juste être hystérique et dire n'importe quoi. Genre, j'ai même pas mes propos dans ma tête qui sont logiques, tu vois, juste, j'ai l'hystérie. Et elle est plus calme, je sais pas. Mais j'allais en venir là, c'est que, by the way, les hommes, c'est plus ok qu'un homme soit violent. Et c'est pas de la violence, c'est juste, pour moi, l'hystérie, c'est de la folie, genre, Non, mais c'est le délire. Ouais, mais Délire, je veux dire violent verbalement, ou tu vois, d'avoir un truc qui s'énerve, d'avoir ce truc du volcan qui pète, c'est ok, quoi, c'est masculin, il faut que ça sorte, il y a un moment, il y a de la force, il y a de la puissance, etc. Et dans les injonctions, justement, à la virilité, vous n'avez pas l'impression, les mecs, qu'il y a une injonction à la performance dans la vie sexuelle? Si, Et ouais, donc du coup, une pression à mener le jeu, une pression ou un jeu, ça peut être un jeu ici. Ouais, bah ça c'est intéressant que tu dis ça, c'est que du coup tu peux en faire un jeu si t'en as conscience, je pense. Ouais. Parce que sinon j'imagine que ça peut être plus... ça dépend de chacun, je pense que c'est pareil pour les filles aussi. Hein. Les filles aussi, elles ont grave peut-être des injonctions, comme tu dis, c'est cette injonction à la performance. Oui, je pense que c'est pareil des deux côtés. Hein. Chacun réagit différemment. C'est pareil. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Alors, je suis d'accord sur le fait, que c'est un fait vrai, mais dans les stéréotypes, moi, je suis pas d'accord. Je pense que tu as raison et que l'homme, que l'homme, c'est très à la performance. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais c'est vrai que dès qu'on parle avec des gens, de quelqu'un qui a eu un rapport sexuel avec un homme, c'est directement est-ce qu'il était bien, est-ce qu'il a tenu entre guillemets. Enfin, je sais pas trop comment le dire, mais c'est la durée, évidemment. Mais voilà, combien de temps ça a duré, mais c'est même pas une question par... Enfin, moi, j'ai jamais entendu une question, alors que je suis très ouverte de parler sexualité avec mes amis, il n'y a aucun souci, que ce soit avec des garçons ou des filles, et j'ai jamais entendu quelqu'un qui a posé une question à une fille, ah ouais, et toi, tu dures combien de temps? Jamais de ma vie. Ah ouais, c'est déjà un truc. Est-ce que c'est un bon coup cette meuf? Oui, est-ce que c'est un bon coup? Bien sûr, mais... Bah ouais, mais du coup, ça, je trouve que ce que tu dis, c'est plutôt réservé aux hommes. Genre, les hommes, ils ont potentiellement, ils ont la faculté d'être potentiellement un mauvais coup ou un bon coup, et les meufs, c'est genre après une vie neutre, alors que moi, je suis pas d'accord. Du coup, j'entends la même chose. Je crois pas. Si j'essaie de reformuler ce que Karen dit, c'est que clairement, le bon coup, tout le monde a cette pression-là, il n'y a pas de doute. Mais la pression de la performance s'incarne, je pense, différemment chez les mecs. C'est genre, il faut que ça dure, il faut que ça soit, comme tu disais, faut mener le jeu. Bah, ça se dit. Est-ce qu'il faut non, on est d'accord que si on déconstruit le truc. Et les filles, je pense que ça se joue différemment. Il y a des espèces d'injonctions paradoxales, c'est-à-dire que ouais, il faut être un bon coup. En revanche, il ne faut pas être une salope, donc il ne faut pas avoir trop pratiqué avant. Ça, on est d'accord que c'est plutôt ça qui court, ce qui est compliqué, d'atteindre le coup sans avoir jamais pratiqué, pour info. Donc ça se joue un peu différemment. Je pense que c'est ce que Karen, si je déforme pas tes propos, c'est ce que tu essaies de dire. C'est totalement ce que je voulais dire, voilà, qu'au niveau de l'injonction, la performance, au niveau des durées, etc. Oui, après les femmes, bien sûr, elles ont d'autres injonctions, mais voilà, c'est de ça que je voulais parler exactement. C'était exactement. Ouais, tu vois, genre entretenir un tableau de chasse, c'est plutôt pour les mecs. Chez les filles, c'est plutôt péjoratif. Ah ouais. Ouais. Oui, il y a un truc assez marrant, une expérience qu'on fait souvent en collège, tout le monde sait ici ce que ça veut dire charreau. Okay. En collège, ils commencent à être limite trop jeunes et dire genre monsieur, c'est quoi ça et tout. Ben justement, c'est ça la question. Charreau, généralement, c'est pour des mecs. On dit ça pour les mecs. On est d'accord? Pour moi, charreau, c'est un verbe. Je charreau, tu charreau. Il charreau, nous charreau.
On parlera aussi. grammaire plus tard, je pense, dans le prochain podcast. Non, mais généralement, c'est plus appliqué aux mecs et on demande aux classes. Et du coup, c'est quoi l'équivalent féminin de Charo? Est-ce que vous avez une idée ou pas? Charo. Non. Ben, Ouais, attends. Manu? Vas-y, dis ton vilain mot, c'est autorisé. On peut le dire. Je dirais chienne là comme ça, mais c'est vraiment pas joli. Non, L'équivalent pour une meuf. En tout cas, je trouve que Charo est. C'est triste, hein, mais c'est plus accepté que. C'est plus accepté, ouais. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, c'est vrai. Et effectivement, c'est le mot qui revient à peu près immédiatement. Désolé de dire des mots qui sont assez vulgaires, mais c'est des mots que des collégiens et des collégiennes utilisent, mais c'est l'équivalent féminin de Charo, c'est pute, généralement. Et en termes, justement, on leur demande du coup qu'est-ce qui est le pire entre les deux. Évidemment, le terme féminin est bien pire. Et ça rejoint ce que vous dites aussi sur cette injonction contradictoire aux femmes qui n'ont pas le droit dans les stéréotypes, mais en fait qui restent assez portés dans la société, qui n'ont pas le droit d'avoir, de multiplier les conquêtes ou d'être dans des rapports de séduction multiples comme le sont les hommes. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais de Baby Boy, c'est ça? Le film que tu as lu? Justement, vous, dans ce que vous avez pu lire, les séries que vous matez, les livres que vous avez lus, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des espèces de scénarios romantiques ou sexuels qui reviennent souvent? Parce que ça aussi, ça nourrit vachement l'imaginaire. Est-ce que vous avez des trucs qui vous viennent comme ça? Un truc, qui soit un cliché ou pas, mais des scénarios, ouais. Bon, j'ai regardé 50 nuances degrés quand j'étais au collège et j'étais déjà en train de me dire mais c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, il y en a une, c'est un pantin, et puis l'autre, il est super riche, et en plus, il joue du piano, enfin, ça n'a aucun sens. Et il a tout le pouvoir. Et en fait, ça m'a énervé ce film, et je crois que ça a eu l'effet inverse sur moi. Je me dis, non, mais je ne veux absolument pas rentrer dans cette scène-là. Enfin, loin de moi l'idée de me trouver un homme comme ça, et loin de moi l'idée d'être une femme comme ça. Je ne dis pas que les femmes qui font ça et qui sont comme ça sont mauvaises. Moi-même, j'ai eu le sentiment d'être très libérée à un moment donné. Mais au bout de 3 films, on sent bien que c'est comme ça, c'est des cases et il faut les respecter, quoi. C'est agaçant. Bah, ça là, tu mets le doigt sur un premier scénario qui revient tout le temps, qui revient notamment dans la Dark Romance aussi, dans les bouquins Dark Romance, c'est la jeune fille un peu prude, un peu vierge et verrouchée, qui sort de nulle part et qui rencontre cet homme un peu dark, un peu intense, et qui lui met un peu le grappin dessus. Et là, elle essaie de le sauver, si tu veux, parce qu'il a ses tourments. C'est ça, dans Baby Boy, c'est exactement ça. Ben, voilà. Et il lui fait un enfant, il s'en va. Et hop, il a l'air bien, il donne envie, hein. J'ai vraiment envie de le regarder celui-là. Ça pourra peut-être éduquer certaines personnes là-dessus, parce qu'on ne veut pas devenir comme ça, quoi. Ouais, et dans le film, ils finissent par se marier, si ma mémoire est bonne, et en fait, je trouve ça tellement... J'avais envie qu'au dernier moment, elle ne se marie pas, et en fait... Au fond, il joue aux cartes. Et ouais... Trop violent. J'aime ce détail du jeu aux cartes. Et en même temps, tu n'y crois pas, mais titré par les Dark Romance, alors, le livre le plus acheté par les 15-20 ans cette année, c'est un truc qui s'appelle Captive, et c'est 50 Shades fois 10 000 fois pire. Mais 10 000 fois pire, encore plus violent, encore plus culture du viol, encore plus justement, infériorité de la femme et violence, avant même des violences sexuelles, violence physique puis violence sexuelle, et ça c'est le bouquin les plus lus et surtout des femmes en fait de 15-20 ans aujourd'hui en France, et c'est partout sur TikTok, quoi. En fait, c'est ce que j'allais dire, moi, quand tu as posé la question, c'est que c'est toujours... là, c'est vraiment le dark romance, mais sinon, c'est horrible, mais même moi, des films que je regarde, il y a des films qui fonctionnent, et c'est une réalité, c'est les films qui fonctionnent, c'est... il y a la petite jeune fille, voilà, alors peut-être pas jusqu'à la dark romance aussi forte, mais c'est la petite jeune qui tombe amoureuse du bad boy, c'est entre guillemets toujours la même histoire, c'est... La petite fille, des fois un peu rebelle, mais on sait pas, ça dépend des scénarios, un peu rebelle ou un peu intello, qui tombe amoureuse du bad boy, mais qui va changer pour elle, qui tape contre les murs, et puis qui d'un coup tombe amoureux d'elle. Mais c'est horrible, mais c'est ce qui fonctionne. Donc moi je me pose la question, je me dis c'est un stéréotype, mais c'est les livres et les films qui fonctionnent le mieux. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça fonctionne? C'est ce que les gens regardent, c'est ce dont on parle. Et je sais que même moi, si c'est pas des films qui de base m'intéressent très fort, directement, quand il y a tes amis qui t'en parlent et qu'après tu regardes, c'est horrible, mais il y a même certains films comme ça que j'aime, que j'aime bien. Et pour moi, justement, les films comme ça, il faut en tirer des expériences et des ressentis sur ce que tu vas en penser, tu vois. On ne peut pas être toujours d'accord avec le film et aimer le héros. Ça, vraiment, c'est... On ne peut pas faire ça. Il y a des films tellement hardcore pour faire ça.
interdite. Je suis d'accord. À nouveau, ce qui est dangereux dans ces trucs-là, c'est si tu n'arrives pas à avoir d'analyse sur ce que tu es en train de regarder. Parce qu'il faut... Ouais, et puis il faut déconstruire ce truc-là, de se dire, c'est ok d'être dans le mode, ouais, ce mec-là, il déteste tout le monde, mais avec moi, il est cool parce que moi, je vais le sauver. Et du coup, en fait, voilà. Et toi, tu t'oublies, en tant que femme, parce que je dis femme parce que c'est souvent ça dans le scénario, c'est souvent des femmes qui sont dans ce rôle-là. Et si t'as pas cette analyse-là, c'est là où tu peux te retrouver confronté à des mauvaises expériences et t'oublier dans le combat. C'est ce que je me dis, c'est que moi je sais que j'ai le recul et que demain c'est pas du tout la relation que je veux vivre. Si un homme comme ça voudrait de moi, je ne voudrais pas de lui. Mais c'est vrai que c'est triste quand c'est des gens qui ont mon âge ou qui sont un peu plus vieux. Je pense qu'on a ce recul sur c'est un film qu'on a regardé 1h30 et puis c'est terminé. Mais c'est vrai que quand c'est des collégiens et du coup comme tu as dit que le livre qui est pire que 50 degrés, de savoir que c'est lui qui est le plus lu par des enfants de 15 ans, je trouve ça grave, entre guillemets, parce que je pense pas qu'on ait le recul à 15 ans, quoi. Oui, justement, et même à 20 ans, on se rend pas forcément compte que dans ces films, il y a ce truc, c'est un peu l'effet Twilight. Est-ce que Twilight, c'est un peu votre génération ou pas du tout, Moi, c'est la mienne. Oui, mais je regardais pas. Ok. Donc, Twilight, Vampire, Loup-garou, Histoire d'amour... Mais Twilight, qui pour le coup de notre génération a été un peu un gros truc comme Harry Potter fin des années 2000, en fait si tu regardes, une des premières scènes, Edward rentre dans la chambre de Bella alors qu'elle dort pour la regarder, en soi c'est du harcèlement sexuel, c'est puni par la loi de, par exemple, 2 ans de prison et autour de 60 000 € d'amende. Et c'est présenté comme un truc ultra romantique dans le deuxième film. Dans le stéréotype. Parce qu'il est dans le stéréotype du coup. Mais même pas vraiment, parce qu'il est présenté comme très sensible et c'est un acte un peu justement de sensibilité d'aller la regarder dormir. Et un autre exemple, il y a aussi des exemples qui sont présentés comme des baisers volés romantiques, qui sont des baisers forcés, qui sont des agressions sexuelles. Et c'est ça, donc cette banalisation aussi dans les œuvres à laquelle on n'est pas assez éduqué. S'il n'était pas beau gosse, elle aurait crié. Mais c'est toujours pas ok qu'il soit beau gosse, même s'il est beau gosse. C'est ça qui est vrai, c'est correct. Et je me dis que tous ces films et ces livres, ça fonctionne parce qu'au fond, et là je parle en tant que fille, j'ai été vraiment éduquée en tant que fille et on m'a appris à être dans l'acceptation, à faire plaisir aux autres, à pas faire de vagues. Et donc quand je grandis et que je vois des références culturelles qui reprennent les codes que je connais déjà, je trouverais ça hypocrite de dire je ne les aime pas, je ne les comprends pas, parce qu'en fait j'ai été éduquée comme ça. Et donc ça m'évoque des choses que je connais déjà, et c'est difficile de son propre chef de dire non, en fait je vais dire non. Je vais dire non à regarder un film comme ça. Non, parce que c'est très intériorisé. Voilà, c'est ça. Et pour moi c'est le tout début de la culture du viol et de le consentement n'est pas... On a le sentiment qu'il n'est plus acquis, mais parce qu'en fait on nous a jamais montré un consentement acquis. Je suis totalement d'accord avec toi, et du coup après ça devient dur de déconstruire, moi je trouve, ces idées qu'on a, du coup comme l'homme qui regarde Bella dormir, et puis après quand on va nous expliquer que c'est pas normal, comment se dire que c'est pas normal si on est déjà élevé entre guillemets à être, à pas faire de vagues, à être gentil, à être aimante, à être émotive, à s'occuper des gens, et qu'on voit ça qui nous construit avec la même idée, et ensuite on dit non en fait c'est faux. Donc moi je pense que déjà faudrait peut-être faire des films entre guillemets mieux. Ouais, c'est ça, il faut renvoyer un nouveau modèle. Là, tu mets le doigt sur le consentement, et le consentement, c'est un mot qui est assez récent, mais dont on parle beaucoup maintenant. Après, ça sera l'objet d'un épisode complet, mais tout le monde ne sait pas forcément ce qu'on met derrière le consentement, jusqu'où il commence, où il finit, et ça fait vachement débat, mais c'est exactement ce que tu dis, quoi. C'est un apprentissage aussi, quoi. Et j'adorerais continuer à encore discuter, mais j'ai envie de vous poser quand même une dernière question, c'est est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même, quand on revient à la masculinité, à la féminité, est-ce qu'il y a des nouveaux modèles chez les célébrités, chez les influenceurs, qui commencent justement à venir contrer un peu ces codes de la masculinité ou de la féminité? Manu déjà. Bon, j'ai pas d'exemple du tout, mais clairement oui, on sent tous que depuis je sais pas, 3-4 ans, je dirais comme ça, et la fourchette de plus en plus dans les médias, sur internet, dans les films, un peu partout, on commence à justement déconstruire tous ces trucs dont on parle. Justement, même cette initiative qu'on a fait aujourd'hui, c'est aussi elle est dans la vague de cette prise de conscience collective qu'il y a depuis pas si longtemps. Évidemment, il y a des gens qui en parlent depuis 150 ans sûrement, mais ça fait pas très longtemps. On a l'impression que ça fait depuis que je grandis qu'il y a une prise de conscience massive. On voit vraiment beaucoup de gens, et que c'est pas seulement une niche, et que c'est pas seulement un truc underground. Totalement d'accord.
du mal à citer des phrases, mais je sais qu'il y a beaucoup de rappeurs qui disent encore aujourd'hui des meilleures choses sur les femmes qu'avant. Ça a beaucoup changé dans les codes, je crois. Bah, tu parles de rappeurs, typiquement SCH, il est quand même pas tout à fait dans les codes de la virilité tel que... SCH en 2009, c'est fait of thing. Bah, tu vois, il suit. Ouais, bah oui. Et comment il a évolué SCH du coup? Bah, j'écoute plus trop, mais je sais qu'il s'est beaucoup lissé. Enfin, j'imagine, je le sais, il a une bonne réputation, je crois. J'ai l'impression que dans ses textes, ça va mieux. J'espère en tout cas, sinon, alors ça reviendrait avec ce que vous dites et que le stéréotype serait genre ce que les gens idolâtrent. Mais ça m'étonnerait en vrai. Je suis plutôt d'accord avec vous. Je trouve des rappeuses qui sont un peu plus. Enfin, des meufs dans le rap qui sont un peu plus. Que les gens apprécient vraiment beaucoup et qui ont entre guillemets une personnalité très forte, qui la mettent vraiment en valeur. Qui vraiment qui sont à fond quoi, et qui sont crédibles on va dire aux yeux de tous, enfin, en tout cas aux yeux d'un plus grand nombre que peut-être ça l'était avant, genre la Ace elle est en place et c'est pas mal, en plus elle représente elle est encore plus, enfin c'est encore plus stylé qu'elle la ramène il me semble, je crois. Ouais, Obi, en tout cas elle en joue de ouf et ça fait, les gens aiment bien et c'est stylé et elle le fait bien et c'est encore plus revendicatif et c'est encore plus c'est pas mal. Trop cool. Bah, c'est effectivement, grosso modo, si on doit un peu synthétiser tout ce qu'on s'est dit, c'est l'idée, c'est que les stéréotypes, ils existeront toujours, ils évoluent dans le temps parce que ça change en permanence. Le bleu, avant, typiquement, c'était la couleur des femmes et le... Ouais. Le bleu, couleur des hommes? Non, le bleu, c'était la couleur des femmes avant. Ouais. Donc c'est pour ça que ça évolue. Tu veux donner allez, en 30 secondes parce qu'on va se faire sortir après. Oui, c'est un exemple qui marche hyper bien parce que genre, ah oui monsieur, le bleu, le rose, c'est des stéréotypes. Et on dit, oui, mais en fait, au Moyen-Âge, le bleu, c'était la couleur des filles parce que c'était la couleur de la virginité, donc de la Vierge Marie, et le rose et le rouge, c'était les couleurs de la puissance, de la guerre, etc. Et en fait, il y a eu une inversion au début du XXe siècle, dans laquelle on va pas rentrer parce qu'on a vraiment plus le temps. Tu veux avoir le pourquoi du XXe siècle, tu iras chercher sur internet, ok? Et donc voilà, l'idée c'est pas de décrier les stéréotypes en permanence et de se dire ah non putain, au contraire t'es un mec, mets du vernis s'il te plaît, on contre des codes. Voilà, l'idée c'est d'arriver à les identifier, d'arriver aussi à identifier justement ces scripts et ces scénarios qu'ils peuvent avoir dans la vie romantique, sexuelle. On parle de dark romance et tout, on peut regarder de la dark romance, mais l'idée c'est de réussir à identifier ces codes-là et de s'en saisir comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des choix, des possibilités qu'on peut avoir, que ce soit dans le vie romantique ou dans la vie sexuelle, et surtout pas des injonctions à. Donc de sortir un peu du « il faut être comme ça » ou « il faut faire ça » et aller vers en fait j'ai envie d'être ça ou j'ai envie de faire ça. Et déjà si on arrive à faire ça, je pense que c'est déjà un peu un travail d'une vie, mais c'est tout le but de cette conversation-là. Et puis heureusement aujourd'hui on voit apparaître plein de nouveaux modèles, on a parlé des rappeurs, on peut parler des comédiens, des Timothée. Du monde de foot. Ouais, qu'on met un peu plus en avant les femmes dans des rôles qu'on n'avait pas l'habitude de les voir porter. C'est la plus rémunératrice du Toronto. Du coup ça va plaire ça. Moins rare surtout, moi c'est ça que je veux dire, c'est que ça devient moins rare. Avant, être différent de la société, c'était c'était autre chose, c'était bizarre. On était plus rejeté. Voilà, alors que là, je trouve que ça devient la normalité en fait. Maintenant, de pas s'arrêter à des genres, à la masculinité, féminité, je trouve que ça devient la normalité avec notre génération, surtout que notre génération commence à avoir des enfants. Et je trouve que c'est bien parce que ça devient la nouvelle normalité aujourd'hui. Ouais, j'ai juste envie de préciser que c'est quand même, je pense, dans des milieux très favorisés qu'il faut quand même le dire. Je pense qu'on a la chance, surtout Emmanuel, d'être entouré de gens hyper ouverts. Et je rebondis, c'est vrai ce que tu dis, de manière générale, c'est dans les milieux favorisés, mais en vrai, pas tant que ça, parce que quand je dis les gens autour de moi, il y a tout type de gens. On n'est pas dans une niche. C'est tout type de gens et c'est ça qui est cool. Quand je dis des gens trop cool, c'est des gens trop cool qui rassemblent toutes les catégories sociales et il y a pas on n'est pas là pour faire du tri ou je sais pas quoi. Alors après, ce qui est vrai, c'est oui, de manière générale, quand les gens se posent ce genre de questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est souvent des gens qui ont le temps d'y réfléchir et qui sont posés et qui sont en général c'est un choix que tu peux faire. Ouais, mais souvent ces gens-là, je pense qu'en effet, c'est ce que tu contestes, c'est un milieu qu'il faut fabriquer. Honnêtement, comme tu as dit, c'est ça, c'est que quand on a le luxe, quand on n'a pas d'autres vrais problèmes, on a le temps de se poser des questions, mais je pense que quand on n'arrive même pas à se nourrir,
est-ce qu'on a le temps de se poser des questions sur la féminité, la masculinité? Sur les stéréotypes, je pense. Voilà, c'est ça. Donc je suis d'accord, c'est des milieux qui sont assez favorisés. Clairement, clairement. Et j'ai une dernière petite question à vous poser, parce que j'ai un peu de velléité de nourrir une playlist, La chose étrange, qui sera au nom du podcast. J'aimerais bien que vous me donniez un titre de chanson, 2 si vous n'avez pas réussi à choisir, qui évoque pour vous l'amour, le désir, la sexualité, les notions qu'on a pu aborder là, et qui vous plaît et qui vous touche, vous, dans les mots, dans les... J'ai en tête Malibu de Miley Cyrus. Elle parle d'un amour apaisé, calme. Elle explique qu'elle a envie de montrer le bord de mer qu'elle aime tant. Et pour moi, c'est ça la définition de l'amour sain. C'est un amour où on partage quelque chose d'apaisé. Et il n'y a aucune toxicité dans ses paroles. Et c'est ça que j'ai envie de vivre. Trop bien, j'achète moi aussi. Moi, ça serait Love Me Like a Love Song de Selena Gomez. Pas parce que je m'identifie réellement à l'histoire d'amour, mais c'est une musique avec laquelle j'ai grandi, que je chantais beaucoup quand j'étais jeune, que je pensais à l'amour de ma vie. Du coup, je me suis dit que j'allais dire celle-là, vu que c'est celle que je chantais énormément quand j'étais jeune en pensant à l'amour. Dorian. Moi, j'ai pensé à un truc. C'est Una Notte a Napoli. Je sais plus qui est J'ai envie de l'interprète. te faire chanter. Mais non. Mais je sais pas pourquoi. Je pense plus, je comprends pas les paroles parce que c'est en italien. Mais je pense que c'est vraiment la musique qui m'évoque un bel ascenseur émotionnel que peut représenter tout ça. Genre, ça te transporte, c'est ça que c'est vrai. Una notte a Napoli. Notte. Et c'est de qui, tu sais? Non, je sais plus. Je vais Ok, on je peux regarder chercher. sur mon tel. On va chercher, t'inquiète pas. J'ai envie d'en dire 3. Allez, toujours plus. Je mets un Sabali de Amadou et Mariam. Regarde, ça c'est pas Mariam. En 2, je mets Love de Sébastien Tellier. Alors si c'était pas écrit Love dans le titre, je sais pas si je me serais douté que j'en avais fait une chanson d'amour, mais en tout cas quand il pense, elle est super cool, typiquement comme ça. Et après Fontanelle de Earthseeker. Voilà, je le prononce pas très bien parce que c'est Wanger, mais il est très chaud. C'est Merci. bien ça le playlist. Merci beaucoup, ça a commencé cette playlist qui sera longue comme le bras après, ça va être trop bien. L'artiste, c'est Pink Martin de Una Notte. Pink oui, Martin. c'est connu. Oh, ouais, c'est- Ok. Et China Forbes. T'as dit? China Forbes. China Forbes. Je sais pas. Merci beaucoup. Je rappelle quand même que ce podcast, La chose étrange, est produit par Clap Audio, qui est co-organisatrice de cet événement super. Donc merci beaucoup de l'accueil. Je rappelle aussi que le podcast ne sera lancé qu'en janvier, mais dans l'attente, vous pourrez le trouver sur quand même toutes les plateformes. On a créé la chaîne, le flux. Vous pourrez le trouver, vous trouverez une bande-annonce et vous trouverez un répondeur qu'on a ouvert pour que tous les jeunes, et moins jeunes si besoin, mais c'est quand même les jeunes adolescents qui sont la cible, puissent poser des questions. Ouais, toutes les questions qui leur viennent, elles sont toutes bonnes, elles sont toutes légitimes et on veut pouvoir y répondre. Donc n'hésitez pas, si vous avez des ados dans votre entourage, à les inviter à trouver la chose étrange et à poser des questions sur le répondeur pour qu'ils puissent y répondre et que ça nourrisse le podcast. Et puis, j'ai envie de remercier à fond tous mes camarades de scène. Merci beaucoup de vous être prêtés à ce jeu qui n'était pas facile. Donc merci beaucoup Héloïse, Samuel, Karen, Dorian et Emmanuel. C'est aussi, hein. On est en tant que super-héros ce soir. Vous êtes venus en tant que super-héros, On nous a recrutés très tard. mais vous étiez... Ouais, on a Samuel d'un côté. Tu mens, c'était hier. C'était hier. Merci beaucoup à vous, le public, vous pouvez les chauffer parce qu'ils ont été présents et c'était pas facile. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange, chose étrange. Mais qui a dit ça?